Donc voilà, et ça a toujours le même effet sur moi, c'est incroyable. Donc on va commenter tous ensemble un peu toute la problématique des symptômes du SFC. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Alors pour cela, on va parler avec nos invités. Alors malheureusement, on parlera avec Isabelle, on regroupera tout avec Isabelle et Serge un peu plus tard. Donc on va commencer à en parler avec Anaïs. Alors vous avez vu le film? Oui. Et je vais rapprocher le micro parce qu'on enregistre en même temps. Et donc vous avez été diagnostiqué d'abord au début avec une spondylarthrite, c'est Ouais. ça, mais qui ne présentait pas de signes radiologiques. Alors, je ne suis pas médecin, mais apparemment il faut qu'il y ait des signes radiologiques, donc c'est un peu bizarre, non? C'est ça? Oui. Et vous êtes diagnostiqué à 14 ans, donc adolescente, hein, Ouais. et vous avez été diagnostiqué ensuite pour le SFC. SFC, il y a 2 ans. Il y a Par 2 ans. Dr. Cozon, ouais. D'accord. Donc, la question, c'est est-ce que vous vous retrouvez dans le film? Est-ce que vous vous retrouvez dans le film? Ouais, c'est dommage parce que le tout début du film, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Au tout début du film, c'est dommage parce qu'on a loupé le sous-titrage, mais la première phrase, quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, ah, bon, ils vont parler de moi. La toute première phrase, je ne sais pas si vous avez compris en anglais, son mari, quand ils sont à l'hôpital, lui dit, fais attention, si tu en dis trop, ils vont te prendre pour une folle. Et si tu en dis pas assez, ben, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont bien me diagnostiquer, Donc ouais, cette première phrase, elle m'a bien interpellée parce que c'est vrai qu'au début, ben, on ne sait pas en fait, on ne sait pas si on parle de tout, mais vraiment tout quoi. Enfin, le sommeil, la douleur, les malaises, enfin, tout ce que tout le monde connaît quoi. Ou est-ce qu'il y a des choses, bah, on se dit c'est peut-être juste notre caractère, c'est peut-être juste notre façon d'être, c'est peut-être... Et puis après, bah, quand on se renseigne, on se rend compte que c'est pas des traits de personnalité, mais c'est des signes, de la maladie, quoi. Donc voilà. Après, moi personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir eu cet épisode de fièvre, de maladie au début. J'ai pas souvenir de ça. Vu qu'en plus au début on pensait que c'était une spondylarthrite, je me suis vachement dirigée sur un choc émotionnel, sur des choses comme ça. Et au niveau virus ou bactéries, j'ai pas souvenir d'avoir été malade comme ça au début. Après, oui, je me retrouve quand elle raconte qu'elle se lève, elle va en cours, elle rentre, elle dort. Moi, j'ai commencé à être malade, j'étais au lycée. Et c'était ça, quoi. C'était complètement ça, je faisais que dormir. J'essayais d'aller en cours quand je pouvais y aller. Et puis bah, après, on se confronte à la société. Alors, il y a une chose qui est bien, entre guillemets, c'est que j'ai commencé à être malade jeune. Donc ça m'a bien blindée, on va dire, pour lutter. Pour plus tard. Ouais. On en comprend un peu plus sur la nature humaine, sur les réactions des gens, donc voilà, ça nous blinde, ça nous rend plus forts aussi. Et puis voilà, ouais, cette errance médicale, je trouve que dans le documentaire, là, elle est quand même pas restée très longtemps sans savoir ce qu'elle avait. Et je sais que chez nous, c'est beaucoup plus long. Par contre, manifestement, le second cas, donc quand Jennifer Brea parle de Jessica, c'est ça? Par contre, elle, apparemment, a eu une errance thérapeutique et diagnostique beaucoup plus longue, non? Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs plutôt on va parler un peu en termes de personnes. Il semble que quand même ça soit un peu différent ce que vivent Jessica et ce que vivent Jennifer dans cette première partie du film. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas. Cette différence. Je trouve ça bizarre qu'on ait tous des symptômes assez différents. Là, depuis récemment, je suis sur des forums, sur des sites sur Facebook, là, et je me rends compte que oui, en fait, on a tous beaucoup de symptômes différents. Alors, c'est vrai que pour le milieu médical, ça doit être dur aussi, je suppose.
Voilà, moi je sais quoi, j'ai pas l'impression d'avoir des troubles cognitifs. À part quand je suis vraiment très très fatiguée, je peux pas suivre un film, je peux pas suivre une conversation, mais ouais, je me reconnais plus dans cette fatigue permanente. Et des choses dans lesquelles je retrouve moins mon cas, en tout cas, c'est la douleur. Parce que moi, c'est vraiment la douleur qui a été très très invalidante pour moi au début. On s'habitue. On s'habitue. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Après, on se connaît mieux aussi avec le temps. On apprend à se connaître. Là, c'est juste le début du reportage, donc c'est vraiment le début, mais ça fait 17 ans que je suis malade. Je me connais. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Je sais ce que je dois faire si j'ai certaines choses à faire. Je sais que, voilà, aujourd'hui je suis là, je sais que ce soir, il ne faut rien me demander. Je sais que demain, je dors. Enfin, voilà, quoi. C'est un rythme de vie à prendre. Voilà. Prenez ça avec une philosophie qui me... Il faut, parce que... Ouais, non, bien sûr, mais ça surprend toujours un non malade. Non, vous mais savez, c'est sûr, quand on la voit parler du suicide, ouais, on y pense tous, parce que ouais, c'est dur de vivre, c'est dur de... On n'en peut plus de souffrir, on n'en peut plus que les gens comprennent pas, on n'en peut plus de lutter contre la maladie, contre la vie sociale, contre les médecins, contre la famille, contre les amis, contre... Voilà, on doit tout le temps se justifier de tout, puis on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être fatigué, on n'en peut plus de souffrir, on n'en peut plus de se sentir seul aussi. Mais pour moi, c'est pas la solution. Enfin, c'est un peu facile, quoi, je trouve. Même si c'est, chacun son avis, hein, mais c'est beaucoup plus dur, je pense, de lutter au quotidien, d'apprendre à vivre différemment, d'accepter d'avoir, elle le dit, un moment de faire le deuil de cette vie rêvée. Ouais, on vit différemment. Après, que ça plaise pas, moi personnellement, les autres, je m'en fiche un peu. Je connais mon rythme. Je sais que si j'ai envie de faire certaines choses, je les ferai. Sûrement différemment que les autres personnes. Mais je le fais, je m'empêche pas de vivre. Voilà. Merci. Je vous vois très émue, Véronique. Oui, ben... Maman, elle regarde le film en pleurant, ça fait 2 fois. Moi aussi. Oui, non, mais j'ai entendu qu'il y a des réactions de la part de tout le monde. Moi, je suis la maman d'Anaïs. Et je me souviens au début, quand elle a commencé... elle était étudiante, hein, comme tous les gamins. Quand elle a commencé à avoir mal, on ne connaît pas... Enfin, on connaît sans connaître, parce que nous, dans la famille, on est vraiment très touchés. Moi, j'avais une sœur qui avait une spondylarthrite ankylosante. J'ai un cousin germain qui a aussi une spondylarthrite ankylosante, 2 cousines germaines qui ont aussi fibromyalgie, etc. Voilà. Et quand Anaïs a commencé à avoir mal un peu partout, pas trop près en tant que maman, on dit déjà pas chez nous. Hein, pas si jeune. Pas si jeune, c'est pas possible. Elle n'a pas 15 ans. Ah non, ça doit être... elle se fait du souci, elle n'a pas envie. Allez, bouge-toi, lève-toi, c'est dans la tête, tu me saoules. On s'énerve, hein. On s'énerve, allez, bouge, mais qu'est-ce que tu as à dormir? Tu n'as eu que 5 heures de cours aujourd'hui. Bouge-toi un peu, quoi. Un peu de bonne volonté. Allez, bouge un peu. Pourtant... Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, en tant que maman, on a des choses en nous qui se réveillent. On connaît son enfant et on se dit, il ne fait pas de cinéma, quoi. Qu'est-ce qu'il y a quand même? C'est bizarre. Alors, on commence à consulter, puisqu'elle n'y va pas toute seule, elle est trop jeune. Donc, on va à droite, on va à gauche. On suit le mouvement. Puis, on ne comprend pas grand-chose. Alors, on commence à nous dire, mais est-ce que vous avez eu des soucis avant? Alors, on cherche. Il y a les maladies infantiles, comme dans toutes les familles. Rien de grave, rien de marquant. Après, on se dit, puisque c'était aussi une mode, je ne sais pas si c'était passé ou pas, l'histoire des vaccins. Les vaccins, on est arrivé aux vaccins. Donc Anaïs avait eu sa première injection, c'était quoi? Hépatite B. Contre l'hépatite B. Donc on n'a jamais fait la deuxième, angoisse. On se dit, et si c'était ça? Donc pas de deuxième injection. Et puis, on en parle au médecin, mais...
il y a une espèce d'errance quand même. Hein. Les médecins, je sais pas C'est comment. psychologique. Je sais pas comment ils s'y retrouvent dans tout ça, mais ils disent bah oui, c'était un âge difficile, c'est l'adolescence, alors le temps passe, et la douleur est toujours là. On il y a- est shooté par les médocs aussi. Hein. Alors on nous donne des traitements, ben on les prend, voilà. Enfin, Anaïs les prend. Mais Et les vous n'avez pas eu de traitement pour vous aider ou quoi? pour moi, Oh, ouais, en tant que maman, ouais. Ah oui, non, mais c'est des. non, pas tout de suite, non, parce que ça dure depuis qu'elle a 15 ans, elle en aura 32 cet été, donc dans le temps c'est très très long. Et puis, moi je disais, mais je vais trouver des solutions, jusqu'à ramasser des galets noirs à Étretat, des gros beaux galets pour les faire chauffer dans le four, sur des serviettes, elle est couchée sur le ventre. Donc je dis, t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution, on met des serviettes parce que les galets sont brûlants, on en met partout là où elle a mal. Voilà, on croit qu'on a trouvé le truc. Puis on se dit, bah, ça va passer. Moi, depuis l'âge de 12 ans, j'ai du rhumatisme articulaire aigu infectieux. Donc, je ne vous dis pas, à 59 ans, les douleurs, elles sont toujours là, de la tête aux pieds. Donc, on se dit, bah, c'est peut-être ça. Le chaud va lui faire du bien. Après, on fait les bouillottes. Et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure. Puis les années, elles passent. Et on essaye de trouver des solutions. Donc en fait, les solutions, excusez-moi. Donc en fait, les solutions, finalement, les avez construites un peu ensemble. Ouais. Parce que je comprends oui. pas. On écoute beaucoup notre instinct, Oui. qui nous trompe rarement. Oui. On a la chance d'avoir ce morceau en nous qui est développé. Je ne sais pas si c'est féminin, humain ou. On a beaucoup de chance avec ça, avec Anaïs, c'est vrai. Et je me souviens quand ça a commencé à être un peu inquiétant à la maison, on a consulté un professeur sur Lyon qui avait pignon sur rue. Et en fait, c'était le père qui avait pignon sur rue. Le fils avait repris la suite. Et quand on est arrivé, je lui ai dit, écoutez, voilà, dans la famille, on a un cas sévère de spondylarthrite ankylosante. Donc je parlais de ma sœur. Et il s'est mis en colère tout de suite en disant, mais c'est pas parce qu'il y a de la spondylarthrite ankylosante chez vous qu'Anaïs là, il n'y a aucune raison. Bon, docteur, combien je vous dois, bim, et on s'en va. Voilà. Pendant 15 ans. Ça serait, je vous dis sincèrement, ça serait aujourd'hui, je me ferais plus engueuler à 59 balais. Voilà, on vient pour Pour être aidé. pour être aidé, écouté, partagé. Et on a l'impression d'être un intrus qui arrive là. C'est les malades qui vont voir les médecins en principe, parce qu'on est malade qu'on consulte. Et on ressort en tant que maman, on se regarde, on pleure. Et on se dit, mais, et après, on va où? On fait quoi? Donc ça dure des années. Et puis ça s'aggrave au fur et à mesure du temps qui passe. Donc ça a été une épopée pas possible jusqu'à son bac. Que j'ai eu. Qu'elle a eu. Bravo. Râlez pas crête, mais je l'ai eu. Parce que la fatigue est là, on ne peut pas réviser, on ne peut pas On veut me travailler comme... déscolariser. Là, il y a dans le documentaire, là, il y a un morceau que vous avez coupé, mais sur une jeune fille qui est déscolarisée, justement. C'est après. Ouais, c'est plus tard, mais... On y a eu droit. Mais ça, ouais, moi, le système scolaire, il voulait pas de moi, en fait. Enfin, On au est lycée. gênant. Oui, on gêne. Oui, Ah oui, ça dérange. c'est- Et j'étais dans une filière qui était sciences médico-sociales. Donc, Voilà. je pensais quand même rencontrer des gens qui étaient ouverts sur le Eh milieu ben non. médical, ouverts dans non. leur tête, d'une manière sociale, quoi. On Ben connaît non. aussi des histoires de gens qui passent des concours d'infirmières et qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Et, Ouais, hop, ouais, on c'est dégage. ça. Un jour, on c'est avait dur, pris hein. rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour parler un peu de ce problème invalidant chez Anaïs. Et la seule chose qu'on a eue comme réponse, c'était qu'il fallait qu'Anaïs se réoriente après son bac Dans la compta. dans la comptabilité. Elle me voyait dans la compta. Voilà. Alors, je travaille en petite enfance. Et la seule réponse qu'on ait eue, compta, bureau, assis. Alors que la position assise trop longtemps ne me va pas, la position debout trop longtemps ne me va pas. Enfin, voilà. On s'est même battu pour des choses tellement ordinaires, c'est-à-dire le tiers-temps, ne serait-ce que pour passer ses examens, quoi. Le tiers-temps. Pouvoir se lever pendant les examens. Ah oui, on n'est pas en fauteuil, il n'y a pas de fauteuil roulant, il n'y a pas de béquille, il n'y a pas de... Ça se voit pas. Ça se voit pas. Et puis, alors, le plus dur pour moi, c'est la famille, l'entourage proche, Les amis. En fait. les amis et la famille, mais... Céline, on se connaît un peu parce que j'ai interviewé Carlos, son mari, l'année dernière, qui ne prend pas la parole cette année.
Et Céline, comment ça a évolué la famille l'année dernière? C'était déjà pas mal, mais ça changeait, c'était très variable d'une personne à l'autre. Ouais, autour de la maladie. Parce que vous avez des enfants aussi, vous avez 3 enfants dans mon souvenir. 12 ans, 9 ans et 5 ans. Voilà, en fait, Carlos, en décembre 2014, il a fait une chute. Il est tombé de la salle de bain. Il a une douleur très forte au niveau du dos. Et il n'arrivait pas à se relever. Donc, on l'a mis au lit avec nos filles. Et depuis ce jour-là, il ressent une très grande fatigue. La douleur au dos est passée, mais une très grande fatigue, toujours alité. Et moi, au début, il n'arrivait pas à se lever. C'était quelqu'un de très dynamique, qui travaillait 14 heures par jour, qui avait une vie très active. Et du jour au lendemain, il n'arrivait plus à se lever. Et au début, on se dit, ça va passer. Voilà, mais ça ne passait pas. Il fait de la dépression. Pareil, bouge-toi, lève-toi, voilà. Mais bon, on le voit aussi souffrir, donc on se dit c'est pas normal, il a vraiment quelque chose. Donc on va voir les médecins, on fait des analyses, on va voir un neurologue. Un neurologue, mon mari avait du mal, donc il restait alité, il avait du mal aussi à marcher. Le neurologue lui dit c'est dans votre tête, monsieur. On a vu un médecin pour les muscles, il n'y avait rien au point de vue musculaire, il n'y avait rien au point de vue cardiaque, etc. Et notre médecin traitant, donc au bout de 6 mois, nous dit allez voir le docteur Cozon. Je vais vous adresser au docteur Cozon. Donc on va voir le docteur Cozon. On lui donne tout notre dossier médical avec tous les examens qu'on a passés auprès des professionnels de santé auparavant, toutes les prises de sang. Et le docteur Cozon nous reçoit en juin et il nous dit « Je crois que je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. » Et ça, c'était un grand soulagement. Ça, j'imagine. Voilà. C'était déjà le début de la reconnaissance de la maladie, de quelque chose. Il a posé un diagnostic. Ça nous a soulagés. D'une certaine façon, par rapport au film, reste, vous êtes très éloigné de cette histoire d'un cas grave, mais qui est finalement, je veux dire, c'est très relatif ce que je dis, mais qui est quand même en relativement peu de temps en errance thérapeutique, puisque c'est 2 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Et vous avez vécu, vous, quand même, oui, comme elle, et puis bon, on coupe la partie... comme Jennifer, Carlos, voilà, la lumière, le bruit des motos, des voitures, de la circulation l'agresse beaucoup. Donc il porte des lunettes de soleil en permanence, été, hiver. Il porte des prothèses auditives, ou alors maintenant il a trouvé des casques de chantier pour se protéger du bruit. Voilà. Voilà, comme elle, en fait, il a des difficultés. Enfin, il se lève, mais le mental est très important. Moi, je les trouve très courageux, les gens atteints de la SFC. Donc, il a un mental. Donc, il se lève obligatoirement tous les jours parce qu'il dit je pourrais rester dans mon lit, mais je vais rien faire de ma journée. Voilà, donc il sort tous les jours. Il fait une promenade, voire 2 ou 3 fois par jour. Voilà, donc il arrive à marcher. Par contre, c'est vrai, des fois, ça lui arrive, comme elle. Il arrive, il est HS. Il a franchi la porte d'entrée. Il est couché sur le sol. Il a besoin de se reposer, de se reprendre 5 minutes. Voilà, pour se relever. Comme elle, il a des troubles un peu cognitifs. Ça lui arrive de bégayer, de ne pas trouver des mots, de se tromper de mots. Il appelle ses enfants, on va dire, je ne sais pas, Anaïs au lieu de Cassandra, par exemple.
Voilà, donc ça, il a des troubles cognitifs aussi. Et lui, il a eu les symptômes quand même un peu de grippe, donc le stress, le manque d'hygiène, on va dire, le peu de sommeil. Il n'avait pas une alimentation saine, mangeait beaucoup en grande quantité, tard le soir. Voilà. Donc comme elle, donc voilà. Et là, depuis la rentrée de septembre, en fait, il a de la fibromyalgie. Donc il a des douleurs qu'il n'avait pas avant. Voilà. Ok. Et donc vous avez accompagné ça, hein, Céline? Oui. C'est depuis. C'est mon mari. Oui, je sais bien. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, qu'est-ce que parce que moi je me fais l'idée comme ça, si ça m'était arrivé, Ouais. en tant que personne pas malade, si ma conjointe avait un SFC, comment j'aurais réagi? Bien sûr. Potentiellement la culpabilité que j'aurais eue à ne pas réagir suffisamment fort. Enfin, je ne sais pas si vous voulez en parler ou quoi. Bah oui, on se remet en question. On dit c'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai laissé passer des choses. J'aurais dû lui dire, ben voilà, par rapport à son hygiène de vie, je savais, je voyais la vie qu'il menait. J'aurais pu lui dire essaye de ralentir, essaye de dormir, voilà. Donc tous les étés, enfin, puisqu'en fait il est chef de chœur, musicien, donc il dirigeait des chorales, il composait. Donc la vie d'artiste, eh ben, on se tourne pas les pouces, on fait beaucoup de déplacements, voilà, pour gagner sa vie, pour comment dire, faire vivre sa famille aussi. Donc comment je l'ai accompagné? J'ai perdu. Vous l'avez accompagné, je sais pas. Je l'ai soutenu, je suis allée avec lui à tous ses rendez-vous médicaux. Non, je le soutiens. J'ai fait les démarches avec lui. La reconnaît. Donc oui, je l'accompagne au quotidien. Je lui dis que cette maladie elle lui permet de prendre du temps pour lui, parce qu'avant il n'en prenait pas. Donc je le laisse faire. Donc il fait un peu de jardinage. Donc sur notre balcon on a plein de pots de fleurs, d'aromatiques, tout. Il s'est pris d'affection pour les animaux. Donc on a eu un lapin, on a 2 chats maintenant. Il fait de la méditation. Donc en fait, comme l'a dit Anaïs, on est livré à nous-mêmes pour trouver des solutions pour mieux vivre, pour sentir mieux. C'est un docteur qui m'a dit ça, qui m'avait dit votre meilleur médecin c'est vous-même en fait. Voilà. On sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui nous fait du bien et on sait. Il faut juste s'écouter quoi. D'accord. Ouais. C'est peut-être le moment de parler un peu médecine. Il y a une question qui, moi, m'interpelle quand même. La première fois qu'on s'est rencontrés, professeur de Corvin, vous m'avez dit à quel point il y avait une diversité dans les profils de patients et dans les symptômes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome, parce que c'est une grande diversité de symptômes. Et est-ce qu'on a au moins une explication sur juste cette diversité-là de professeur de Corvin ou professeur. On pourra chacun intervenir. Les symptômes ne sont pas spécifiques. Hein. C'est la fatigue, c'est quelque chose de très banal. Les douleurs, c'est quelque chose de très banal. Les troubles cognitifs, c'est quelque chose de très banal. Ce qui est particulier dans le syndrome de fatigue chronique, c'est que ça s'installe et que ça dure. Bon. Et qu'il n'y a pas de manifestations qu'on va appeler plus spécifiques, qui sont par exemple le gonflement articulaire, qu'on aurait pu avoir dans une spondylarthrite avec les anomalies radiologiques, etc. Et donc c'est la grosse complexité. Hein. Quand on fait des sondages en France, avec des sondeurs professionnels, il y a 30% des Français qui se disent fatigués constamment. 30%. Hein. Évidemment, ils n'ont pas tous un SFC. Quand on prend les gens qui consultent pour la fatigue, parce qu'il y en a beaucoup moins qui consultent pour la fatigue, hein, 95% des gens ont une cause assez évidente dès que l'on a un examen clinique, quelques examens complémentaires. Et donc, en fait, ça se rétrécit extrêmement vite à des gens pour lesquels on n'a pas d'explication. Après, on rentre dans des tableaux où on a des maladies connues, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie neurologique,
maladies auto-immunes, syndrome de Gouge-Rose-Jegrenne, lupus érythémateux systémique, sclérodermie, maladies que je connais bien, et où par exemple la maladie de Crohn, des gens qui ont leurs troubles spécifiques neurologiques, digestifs, etc., et qui sont fatigués. Et chez ces gens-là, la plupart du temps, quand on les traite, on améliore les manifestations spécifiques, on va dire, mais pas la fatigue. Et donc, on a ce petit groupe. Le centre qui a actuellement une des plus grosses expériences, dont je voulais vous en parler un peu cet après-midi, mais là je vous en dis un mot, c'est le centre de la fatigue chronique de Barcelone, du CHU Val d'Hebron, où je suis allé dans le cadre du groupe européen qu'on a constitué, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et eux, ils ont des milliers de patients fatigués. Ils travaillent très bien avec l'association de patients. Il y a une reconnaissance du gouvernement de Catalogne. C'est au sein du CHU et c'est un centre de fatigue chronique inexpliquée. Et les gens qui arrivent chez eux, 85% à l'arrivée ont un diagnostic de syndrome de fatigue chronique ou d'encéphalomyélite myalgique. Et le reste, c'est des gens qui ont soit des conséquences de maladies virales, connues comme l'hépatite C par exemple, soit des conséquences de chimiothérapie, ou de la fatigue associée à d'autres maladies auto-immunes bien caractérisées, si vous voulez. Voilà. Et donc, quand on prend ce groupe-là, qu'est-ce qu'il représente, La question, c'est l'épidémiologie. Alors, les critères qui sont utilisés, dont on a parlé, SFC, EM, etc., quand on applique ces critères, qui sont plus ou moins spécifiques, vous savez, sensibilité, spécificité, sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a peu de faux négatifs. Donc on attrape tout le monde, mais y compris des gens qui n'ont pas le problème. Et spécifique, on attrape des gens qui sont plus précis, mais on oublie peut-être des gens qui ont des symptômes variables. Donc tout ça basé sur des critères purement cliniques, c'est-à-dire la fatigue, le sommeil, vous connaissez tous ces éléments, en plus parfois des éléments propres aux douleurs ou aux atteintes systémiques. Quand on prend tout ça, suivant les critères, on a des chiffres qui vont de 0,2 à 3-4%, 2-3%. Moi, je fais partie d'un groupe au niveau du groupe Romaine sur l'épidémiologie, et quand on prend les études avec des critères bien précis, avec des méthodes aussi diagnostiques, on a 0,2-0,4%, c'est-à-dire en gros à peu près en France 150 000 personnes. Donc si je comprends bien, en fait, on n'a pas réellement de système qui permette d'expliquer la grande variabilité des symptômes. Alors, la grande variabilité des symptômes, elle est pour nous probablement liée. Si vous voulez, dans une maladie quelconque, si vous prenez n'importe quelle maladie, des maladies bien connues, vous vous apercevez qu'il y a une forme type, et puis il y a des formes cliniques, comme on apprend ça aux étudiants en médecine, avec tel symptôme qui est plus ou moins important. Prenez le cas par exemple de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, qui est très connue et très fréquente. Vous avez des gens, ils n'ont jamais mal. Et puis ça va se révéler parce qu'ils vont prendre un anti-inflammatoire qui va aggraver l'ulcère et qui va provoquer une perforation ou un saignement. Donc cette variabilité des symptômes, elle est connue dans toutes les maladies et elle n'est pas étonnante. Et elle est d'autant moins étonnante pour nous que notre concept, si vous voulez, physiopathologique, c'est qu'il y a des troubles métaboliques, des troubles inflammatoires, des troubles immunitaires, des conséquences métaboliques, et que tout ça va s'exprimer de façon très variable suivant des tas d'autres phénomènes, des tas de sensibilités. Vous avez des gens qui ont des anémies du système de la douleur, ils vont avoir mal. Des gens chez qui les manifestations vont être plus ou moins importantes. Donc cette variabilité n'est pas étonnante et au contraire, elle confirme le fait qu'il y a bien un problème au départ au centre, que nous essayons de découvrir, avec des dérèglements et que suivant les caractéristiques de chacun, ça va s'exprimer de façon plus ou moins importante. Alors cela dit, on a parlé de la fibromyalgie, on a parlé du syndrome de fatigue chronique, c'est parfois associé. Pour moi, c'est des choses très différentes. Très différentes dans leur mécanisme, dans leur mode d'introduction. Mais à l'arrivée, dans la fatigue, on peut avoir les mêmes phénomènes. Et pour terminer, la grande question que se posent les médecins, c'est est-ce que dans le syndrome de fatigue chronique, la fatigue est quelque chose à des causes très particulières, ou est-ce que c'est simplement l'expression d'un mécanisme général qui va se voir dans d'autres maladies, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on traite ces maladies qu'on traite la fatigue, et qui, dans le syndrome de fatigue chronique, sera isolé. Il n'y a pas d'autres maladies évidentes. Maintenant, c'est probablement une grave erreur que de dire qu'on va éliminer toutes les autres maladies pour avoir seulement un sous-groupe. Donc je pense que quand on arrive au SFC, on a éliminé des maladies auto-immunes en particulier qui ont de la fatigue, dont la fatigue est probablement liée à la maladie auto-immune, donc à un phénomène inflammatoire ou dysimmunitaire. Et puis après, on n'a plus qu'un tout petit groupe de gens qui n'ont apparemment rien d'autre. Et en médecine, pour terminer, le problème de la médecine française, moi j'ai des responsabilités à la Fédération des spécialités médicales, qui regroupe toutes les spécialités médicales. Je suis vice-président de cette fédération, je représente le Conseil national professionnel des internistes. Je connais bien la formation à la médecine interne, je fais partie des conseils d'administration de notre société savante. En médecine, c'est déjà compliqué la médecine, donc on apprend toutes les maladies qu'on peut repérer.
Là-dedans, il y a des maladies organiques, des maladies psychiatriques. Et donc, on sait faire la différence. Et puis, quand on arrive à un moment où on n'a pas la maladie du catalogue, on est dans quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Et la grande tentation qui vient de la formation académique universitaire que les étudiants ont eue, c'est que tout ce qui ne correspond pas à une maladie organique est forcément quelque chose de psychologique. Ce qui est absurde. Sachant que la plupart des maladies psychiatriques sont des maladies organiques, en fait. Ce sont des maladies du système nerveux central dont on est en train de démembrer tout ça. Donc on a des outils qui sont vrais. Et ce que je reproche beaucoup aux médecins, mais je leur reproche, et je me reproche ça aussi à moi-même, c'est qu'ils n'ont plus la capacité ni la volonté d'observer. Ils veulent tout de suite cataloguer, parce qu'on met dans une boîte, on met dans un tiroir, on sort des médicaments, on sort une conduite à tenir, on règle le problème, et c'est fini. Oui, parce que la formation médicale est déjà disciplinaire initialement. Or, dans le SFC, dans toutes ces choses-là, il faut observer. Et on peut analyser des choses, et on peut voir des choses, et on peut repérer des choses. On voit bien que ces personnes ne simulent pas. Il y a des gens qui simulent. Il y a de la pathologie hystérique. Tout ça se démontre assez facilement avec l'aide de psychiatres et de personnes. Mais le drame, c'est alors qu'on observe quelqu'un qui est fatigué et qui a un handicap, on dit qu'il n'y a pas d'handicap. C'est ce qui vous arrive quand vous passez devant les commissions de la sécurité sociale, les trucs. Vous dites que vous êtes fatigué. Vous voyez, c'est cette volonté de ne pas voir. Et c'est là-dessus que nous devons actuellement travailler. Et la première chose qu'il faut qu'on fasse, et ce film est intéressant pour ça, c'est avoir le courage de reconnaître, sans comprendre, ni pouvoir faire forcément quelque chose, mais de dire, c'est pas parce que je ne peux pas intervenir que ça n'existe pas. Très bien. Merci. Oups, là, c'est tombé. Bien, docteur Cozon, je voulais avoir de vous quelques mots sur l'évolution en termes d'immunologie par rapport à ce qu'a pu dire le docteur Klimas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle parle effectivement, dans les années 80-90, de problèmes immunologiques détectés clairement pour l'encéphalomyélique myalgique, syndrome de fatigue chronique. Et quelles sont les évolutions en termes d'immunologie aujourd'hui ou dans cette période-là de 90 à nos jours, quoi, alors, ce qu'elle dit, et ce qu'on retrouve parfois effectivement, c'est un déficit, une diminution d'une toute petite population de lymphocytes qui s'appellent les natural killers, les tueurs naturels, qui sont un peu abaissés, que je retrouve assez fréquemment chez les patients, sans qu'on ait d'explication. On sait qu'ils sont actifs contre les virus, mais il n'y a pas très rarement des virus qui continuent à évoluer chez ces patients. Il y a rarement des patients qui ont des PCR-EBV qui soient positifs, parfois, mais c'est vraiment très rare. Oui, il y a sûrement des anomalies de ce côté-là. Il y a vraisemblablement des anomalies dans la production de cytokines. Les cytokines, c'est les médiateurs, c'est tout ce qui permet aux cellules de converser les unes entre les autres. Et il y a sûrement une augmentation de certaines cytokines. L'impression d'avoir une grippe permanente, c'est lié à certaines cytokines comme l'interféron. Hein. Quand vous produisez de l'interféron, vous avez un syndrome grippal. Quand on injecte de l'interféron dans certaines pathologies, on donne un syndrome de fatigue chronique expérimental, mais qui dure, qui est limité. C'est parce qu'il ne dure pas. Voilà. Alors, l'idée, moi, que j'ai depuis très longtemps et que je retrouve très souvent, c'est qu'il y a une stimulation permanente du système immunitaire avec une production permanente de cytokines qui fait qu'effectivement, on a l'impression d'avoir une grippe en permanence. Alors après, pourquoi c'est comme ça? Après, on essaye de remonter. Est-ce que la cause est elle-même immunitaire ou autre? Après, je vous montrerai peut-être cet après-midi, on est dans un cercle vicieux, et on ne sait pas, dans un cercle vicieux, on peut y rentrer par tous les bouts. Hein, donc, une fois qu'on est dedans, on est coincé dedans. Donc, je voudrais simplement rajouter, c'est que, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que ce soit de la fatigue, que ce soit des douleurs, en fait, c'est un seuil de sensibilité qui est beaucoup plus bas chez tous les patients. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une douleur qui apparaît quand on est un signal qui est à 5,8, on va avoir le signal qui sera positif dès que le signal sera à 2. Et donc, un tout petit signal devient douloureux, un tout petit signal devient de fatigue, un petit signal vient des anomalies à la sensibilité aux ondes électromagnétiques, une anomalie au son, une anomalie aux odeurs, une anomalie à différentes choses. C'est simplement un seuil qui est très très bas. Hein. Donc le problème, c'est comment arriver à faire remonter ce seuil à partir duquel on n'est pas
anormal, je dirais. On se sent pas mal. C'est toute la question, en fait, pour nous médecins, et on ne sait pas mesurer ce seuil. Là, l'autre difficulté, c'est autant que je peux vous prendre facilement votre tension et voir s'il y a une hyper ou une tension basse. Le fatigomètre, pour l'instant, on ne l'a pas encore inventé en médecine. Juste, si je peux rajouter un point. Tous ces problèmes, le syndrome de l'intestin irritable, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la dyspepsie fonctionnelle, toutes ces pathologies que nous, on appelle les syndromes somatiques fonctionnels, que les psychiatres appellent les syndromes somatoformes, ce qui est une très mauvaise expression. Ça veut dire que somatoforme, ça veut dire que c'est un trouble psychologique qui prend l'apparence d'un trouble physique. Hein. Donc pour eux, c'est de l'hystérie, c'est de la conversion, etc. Bon, les psychiatres qui sont objectifs remarquent qu'il n'y a pas de phénomène de ce type, et donc on revient à essayer de comprendre cela. Et on appelle ça en anglais central sensitivation, c'est-à-dire un syndrome de sensibilisation centrale. Donc c'est bien dans la tête que ça se passe. Mais c'est pas dans la tête que c'est pas créé par l'individu. C'est comme l'a dit le professeur Causon, il y a une sensibilisation du système nerveux central à un ensemble de stimuli extérieurs dans lequel on va voir les sons, dans lequel on va voir le mouvement, dans lequel on va voir tout un tas de phénomènes, dans lequel on va voir aussi les phénomènes qui se passent au niveau du muscle. Tout ça est centralisé et les seuils sont abaissés. Un exemple dans l'intestin irritable, vous mettez un ballon dans le rectum des sujets, vous le gonflez et vous voyez que la douleur survient à un niveau de gonflement, niveau de pression beaucoup plus bas chez les gens qui ont une sensibilité muqueuse, une hypersensibilité muqueuse, donc des troubles du syndrome de l'intestin irritable. Tout ça, ce sont des phénomènes que... Alors les gens disent, mais comment est-ce qu'on peut rassembler tout ça ? Il y a manifestement quelque chose qui se passe et qui se termine au cerveau, qui fait qu'il y a une sensibilisation centrale et que le cerveau va réagir de façon anormale. L'exemple de la fibromyalgie, c'est le sujet, quand il fait des efforts, n'a pas mal, parce qu'il produit des opioïdes, parce qu'il a un système qui, par la motricité, contrôle le système de la douleur. Quand il s'arrête, il a mal. C'est comme si le cerveau était devenu allergique à l'effort. Hein. Donc la question qui se pose, c'est au départ, qu'est-ce qui fait que quelque chose se passe, et on pense que c'est inflammatoire, immunitaire, et avec probablement des problèmes métaboliques, et que ça a une répercussion sur le cerveau ensuite. Et que ce n'est pas probablement le cerveau qui est malade. Hein, vous voyez ? Donc c'est très complexe, parce que qui est l'œuf, qui est la poule ? Et quant aux éléments sur les cytokines dont parlait le professeur Causon, l'année dernière a été publié un papier extrêmement important, qui est le premier dans un grand journal américain, le premier papier qui montre que chez les gens qui ont un syndrome de fatigue chronique, quand ils ont une forme plus sévère, il y a plus de cytokines produites. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve de ça. Il y avait des cytokines qui faisaient ça. Et en fait, les cytokines, elles bougent en permanence. Mais c'est la première fois qu'on voit qu'il y a une relation entre sévérité et dysimmunité. Et il y a d'autres choses. Donc, les progrès avancent très très vite. Il y a énormément de recherches, il y a énormément d'argent qui est dépensé. Donc, nous reviendrons je suis optimiste. Sur la recherche, nous reviendrons cet après-midi, je pense. Donc, on va reprendre la projection de Unrest. Merci. Donc, on va laisser environ plusieurs scènes. Déjà, un premier 15 minutes qui est donc basé sur ce que j'appelle l'épisode du gentil et du méchant en mari. Et puis, donc, on reprend à un moment, on reprend le moment où le docteur Klimas essaye de trouver des explications à ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette maladie. Et puis, on va couper à nouveau, et après, on va s'intéresser à ce qu'a raconté Anaïs, c'est-à-dire écouter son corps, comment trouver des choses qui peuvent aider, s'aider, etc. Et enfin, nous intéresserons à tout un épisode sur le militantisme, puisqu'on sait, au travers des groupes Facebook, mais aussi la SFC, mais aussi Millions Missing, et c'est la journée internationale du syndrome de fatigue chronique, qu'il y a un mouvement militant très fort aujourd'hui parmi les patients. Donc je vous laisse sur cette deuxième partie de diffusion. François, si tu veux bien reprendre la diffusion à 45 minutes.